Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un des sujets qui m'intéresse en ce moment, c'est le sujet des véhicules autonomes. Alors, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on nous en parle, qu'on nous annonce que les véhicules autonomes c'est pour très bientôt, on y est presque, etc. Mais les années passent et toujours rien. Jusqu'en 2024 où c'est devenu une réalité avec une technologie enfin prête et il y a un géant de la tech en particulier qui a pris de l'avance, c'est Google via sa filiale Waymo qui réalise plus de 200 000 courses donc de taxis sans chauffeur chaque semaine et c'est un chiffre qui grandit à vitesse grand V parce qu'ils ouvrent le service dans de nouvelles villes au fur et à mesure. Et inutile de vous faire un dessin, c'est un tournant majeur pour l'industrie des taxis à tel point que c'est pertinent de se demander si les robotaxis pourraient remplacer complètement les taxis humains dans certaines villes prochainement. Et ce risque de disruption, il vient remettre en question le modèle d'une entreprise bien connue basée sur les chauffeurs de taxi. Je veux bien sûr parler d'Uber. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux conséquences de l'arrivée des véhicules autonomes sur le futur d'Uber. En gros, il y a deux scénarios qui s'opposent. Dans le premier, c'est qu'une poignée de grandes entreprises comme Tesla, Google avec Waymo, Amazon avec Zoox, etc. viendraient inonder le marché avec leurs taxis autonomes qui seraient moins chers et largement plus fiables que des taxis humains. Et comme Uber est juste un agrégateur entre guillemets de l'offre et de la demande via sa plateforme et ne propose pas de service directement, ça aurait un impact négatif sur son cœur de métier. Le second scénario, qui est celui qui est raconté par le management d'Uber et qui fait aussi partie de la thèse d'investissement de Bill Ackman dans la société, il dit plutôt qu'on va assister à une course à la commercialisation des robotaxis entre de nombreuses sociétés concurrentes, donc pas seulement 3-4 gros acteurs. Et toutes ces sociétés de robotaxis, elles auront absolument besoin d'Uber pour proposer leurs services rapidement et de manière fiable dans un maximum de villes. Et l'idée derrière ça, c'est que contrairement à ce que certains voudraient faire croire, Uber c'est bien plus qu'une simple application. Ils ont un métier complexe qui demande un vrai savoir-faire. Et les entreprises de véhicules autonomes auront tout intérêt à laisser une partie du job à Uber pour se concentrer sur ce qui fait qu'elles apportent vraiment de la valeur, c'est-à-dire améliorer la technologie qui fait fonctionner leur véhicule. La vidéo d'aujourd'hui, elle fait suite à la dernière vidéo sur cette chaîne où j'ai proposé une analyse du moat d'Uber. Je vous encourage vraiment à aller la regarder parce que je ne vais pas forcément revenir aujourd'hui sur certains aspects de leur modèle qui sont super importants pour bien comprendre les enjeux dont on va parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, n'hésitez pas à challenger tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo et à faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Quand ils ont publié les résultats de Q4, le management d'Uber, en plus des documents habituels, ils ont attaché un document composé de quelques slides et des remarques qui traite spécifiquement de la question des véhicules autonomes. Dans leurs remarques, ils disent que bien que la technologie soit prête, en tout cas pour les acteurs les plus avancés, la commercialisation des services de robotaxi, elle, pourrait prendre plus de temps. Et ils avancent 5 grandes barrières que les sociétés de véhicules autonomes vont devoir surmonter. Et comme j'ai trouvé ces points très intéressants pour comprendre les enjeux, je vous propose de les reprendre un par un et de les commenter. Si on ne devait retenir qu'un seul critère pour la démocratisation des véhicules autonomes, ce serait évidemment la sécurité. C'est vraiment le critère de base. Vu que les robotaxis sont basés sur une technologie nouvelle et sans intervention humaine, les sociétés de véhicules autonomes, elles vont devoir mettre le paquet entre guillemets en termes de sécurité si elles veulent convaincre premièrement déjà les autorités compétentes pour être autorisées à opérer et deuxièmement une grande quantité de clients, c'est le but. Et là déjà j'ai l'impression de voir certains parallèles en termes de sécurité en tout cas avec l'industrie de l'aviation. Par exemple, le fait que chaque accident mortel pourrait nuire à l'industrie tout entière, mais aussi que un mort causé par un véhicule autonome fera plus de bruit que les milliers de morts sur la route chaque année. C'est-à-dire que l'opinion publique sera certainement plus dure avec les robotaxis qu'avec les accidents de la route causés par des humains. Et ça signifie que toute l'industrie des robotaxis va devoir être bien plus exemplaire que l'industrie automobile classique, entre guillemets, en termes de sécurité. Uber, dans leurs remarques, il parle de Superhuman Safety Record. Je trouve que ça illustre plutôt bien ce point. Sur la question de la sécurité, je trouve que le positionnement d'Uber est plutôt intelligent. Dans une de leurs slides, ils nous citent toutes les entreprises en compétition sur ce marché, et déjà à première vue, il y en a plus qu'on pourrait le penser.
Donc si on se projette, on pourrait imaginer que le client qui commande une course, il pourrait facilement s'y perdre en termes de garantie de sécurité. On pourrait même imaginer que certaines sociétés passent les standards en termes de sécurité dans certaines régions ou États, alors même qu'elles pourraient être plus ou moins responsables d'un certain nombre d'accidents. Et ça voudrait dire que le client final, il faudrait qu'il fasse un tri supplémentaire. Et de ce point de vue-là, Uber, ils prennent la position du facilitateur. Ils disent, nous, on se porte garant pour la sécurité parce qu'on s'assure que toutes les sociétés de robotaxi autorisées sur notre plateforme respectent des hauts standards de sécurité. Mais le résultat, c'est qu'en plus de l'aspect pratique, d'avoir tout sur une seule application, le client il aurait juste à faire confiance à Uber pour sélectionner les sociétés dignes de confiance et éventuellement ne plus proposer celles qui sont un petit peu dans la tourmente. Une fois qu'on a coché la case sécurité, c'est bien, mais c'est pas fini. Il y a d'autres challenges qui suivent et notamment la régulation, c'est notre deuxième point. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui peut freiner la commercialisation des taxis autonomes. On n'est qu'au début pour l'instant de cette nouvelle technologie, donc il y a assez peu de pays qui ont développé un cadre légal pour pouvoir accueillir ce type de business. Et même dans les pays où la régulation existe, donc les États-Unis, la Chine, Abu Dhabi aux Émirats, le cadre il est pour l'instant assez restreint. Alors personnellement, je ne savais pas, mais il y a 6 niveaux qui ont été définis concernant la technologie de conduite autonome. Et chaque niveau supplémentaire, c'est se rapprocher d'un véhicule qui peut se conduire réellement tout seul. À chaque niveau, on doit aussi respecter certaines règles qui ont été définies. Actuellement, on est au niveau 4. Et ça veut dire que la personne qui est dans la voiture, en théorie, elle pourrait faire une sieste. En revanche, la conduite autonome à ce niveau-là, elle est limitée à des zones géographiques bien délimitées sur lesquelles on a un grand nombre d'informations et notamment des cartes 3D super détaillées d'après ce que je comprends. Un autre élément que j'aimerais ajouter, et je ne crois pas que Uber l'ait mentionné explicitement, c'est que non seulement il faut que les pays développent un cadre juridique, ce qui peut prendre du temps, mais il faut aussi qu'ils aient les infrastructures adaptées pour accueillir une flotte de véhicules autonomes à grande échelle. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Je pense à des choses aussi basiques que des routes, des parkings ou des bornes de recharge par exemple. Un autre gros défi pour les sociétés de véhicules autonomes, ça va être le coût des véhicules. Et là, je veux parler de la partie hardware, donc le véhicule en lui-même plus les équipements, essentiellement les capteurs qui permettent de le rendre autonome. Uber nous parle d'un coût de fabrication à plus de 200 000 $ par véhicule. De mon côté, j'ai lu que certains modèles pouvaient coûter environ 150 000 $. C'est un peu moins élevé que le chiffre d'Uber, mais ça reste très important. Quasiment toutes les sociétés qui conçoivent des véhicules autonomes, en réalité, elles ne produisent pas le véhicule de base. Ça serait bien trop compliqué sinon. Donc la plupart, elles s'associent avec un ou plusieurs constructeurs automobiles qui leur fournissent des véhicules. Et ensuite, ces sociétés, elles viennent y installer un kit composé de caméras et de capteurs permettant de le rendre autonome grâce à la propre technologie. Exemple ici avec Waymo, dont les véhicules sont des Jaguar I-Pace, équipés d'une panoplie de caméras et de capteurs en tout genre, comme on peut le voir sur ce schéma. Et ça veut dire que les sociétés de robotaxi, sauf peut-être Tesla, sont dépendantes des constructeurs automobiles et de ceux qui vont fabriquer les capteurs et les caméras. Et moi, je vois ça un peu comme une limite de leur modèle parce que le coût du hardware est élevé et ça va donc demander beaucoup de capital pour proposer leurs services à grande échelle et ça va évidemment venir grignoter les marges. Le gros défi, c'est donc de minimiser les coûts pour proposer les courses à un prix correct pour le client et pour maintenir des marges élevées, mais sans pour autant faire de concessions en termes de sécurité. Le levier pour tendre vers ça, pour moi, c'est l'amélioration de leur technologie de conduite autonome qui permettrait de minimiser le plus possible la dégradation du véhicule, les accidents, la consommation d'énergie, etc. pour, in fine, minimiser les coûts liés au véhicule. Pour avoir un focus aussi important sur l'optimisation du software, ça pourrait être intelligent de la part des sociétés de véhicules autonomes de déléguer la gestion des opérations à une société dont c'est le métier et qui est extrêmement efficiente à ce niveau. Si seulement ça pouvait exister. Bien entendu, c'est le portrait robot d'Uber. Blague à part, ça nous fait une super transition pour parler de notre 4e point. Pour avoir un taux d'utilisation élevé de ces véhicules et la meilleure qualité de service possible, il va falloir que ces sociétés de robotaxi soient excellentes en termes de gestion des opérations. Et ça d'autant plus que le transport, c'est une commodité. Il n'y a rien qui ressemble plus à une course de taxi qu'une autre course de taxi. Donc ça va être compliqué pour les sociétés de véhicules autonomes de se différencier et un des moyens de le faire, je pense que c'est avoir une meilleure qualité de service et ça va passer par une excellente gestion des opérations.
Contrairement à un taxi humain qui va utiliser sa voiture entre 8 et 12 heures par jour, le robotaxi, lui, en théorie, il pourrait être utilisé 24 heures sur 24. Alors je dis en théorie parce que en réalité, il faut compter le temps où le véhicule recharge sa batterie et tout ce qui est entretien, nettoyage, etc. Et donc, qui dit fort taux d'utilisation dit plus de tâches opérationnelles à gérer, comme par exemple le nettoyage et l'entretien, on vient de le dire, organiser le dépannage d'un véhicule, les objets perdus par les clients, mais aussi gérer les litiges clients sur la course, etc., etc. Uber le dit explicitement dans ses remarques, on est l'acteur qui a la taille et l'expertise requise pour gérer les opérations, donc des véhicules autonomes, de la manière la plus efficiente possible. Et ça, j'ai le sentiment que c'est plutôt vrai parce qu'ils ont développé un savoir-faire et aussi grâce à leur taille aujourd'hui et leur présence dans la majorité des plus grandes villes du monde. Le cinquième et dernier point, c'est peut-être le plus intéressant et celui où Uber a sa plus grande carte à jouer. Un des plus gros challenges pour les sociétés de robotaxi qui vont vouloir faire cavalier seul, ça va être gérer la forte variabilité de la demande. La demande en taxi, on va l'appeler comme ça, elle n'a rien de linéaire. Elle alterne des pics et des creux au sein même de la journée, mais aussi à l'échelle d'une semaine. Et le truc qui apparaît clairement dans ce graphique, c'est que les pics sont très hauts et les creux sont très creux. Et pour couronner le tout, l'évolution de la demande peut être complètement différente entre deux villes parce qu'il y a plein de variables qui rentrent en jeu. Uber nous parle d'un dilemme auquel ces sociétés vont être confrontées. Il va falloir choisir entre une flotte assez grosse de véhicules autonomes pour répondre à ces pics de demande, mais qui du coup sera sous-utilisée la plupart du temps. Et ça, c'est pas bon parce que ça va coûter cher pour l'entreprise. Ou une flotte moins grosse avec un taux d'utilisation très élevé, mais qui sera capable de répondre à la demande de ces pics importants. Et là, ça sera plus optimal du point de vue de l'entreprise, mais pas forcément bon pour les clients, car les temps d'attente vont s'envoler aux heures d'affluence. Et pour répondre à ce problème, Uber il propose un modèle hybride composé à la fois de véhicules autonomes, mais aussi de chauffeurs humains qui va servir de variable d'ajustement pour absorber ces gros pics de demande. Parce qu'il ne faut pas oublier que la grande force d'Uber, avant tout, c'est la flexibilité. C'est une société tech qu'on peut qualifier de CapEx Light, alors qu'ils ont une armée de 7 millions de chauffeurs humains à disposition. Et ce qui fait leur force, c'est qu'ils sont capables d'ajuster leur modèle de pricing dynamique, notamment avec leur système de bonus, pour inciter les chauffeurs humains à travailler tel jour, à telle heure, à tel endroit pour répondre à une demande et maintenir les temps d'attente à des niveaux corrects. Et le fait que Waymo, l'entreprise qui a pris pas mal d'avance sur tout le reste du marché, ait conclu un partenariat exclusif avec Uber pour leur prochain lancement dans certaines villes des États-Unis, ça donne beaucoup de crédit à la pertinence de ce modèle hybride. Jusqu'à présent, Waymo, ils opéraient tout seuls via leur propre application Waymo One dans plusieurs villes des États-Unis, donc Phoenix, San Francisco, Los Angeles. Ils ont lancé leur service à Austin début 2025, mais cette fois-ci en proposant uniquement leurs courses via l'application Uber. Et ils vont faire la même chose à Atlanta au cours de l'année. Alors je ne connais pas les conditions exactes du partenariat et pour l'instant c'est trop tôt pour faire le bilan, mais ça va être très intéressant d'observer comment ce partenariat va se passer. Et surtout si Waymo, au bout de quelques mois, va répéter l'opération pour les lancements dans de prochaines villes aux États-Unis. Parce que c'est clair que ces premières expériences, elles vont être déterminantes dans le choix du modèle de Waymo par exemple. Est-ce qu'ils vont faire cavalier seul avec Waymo One? Est-ce qu'au contraire, ils vont proposer leurs courses uniquement via Uber dans toutes les nouvelles villes? Ou est-ce qu'ils vont continuer à faire un peu des deux? C'est une possibilité. En tout cas, côté Uber, ce modèle d'intégration des sociétés de robotaxi sur leur application, il est d'autant plus pertinent qu'Uber travaille déjà avec plus de 50 000 entreprises qui gèrent une flotte de véhicules qu'elles font travailler via la plateforme en embauchant des chauffeurs. Et Uber, ici, ils nous disent que ça représente aujourd'hui 20% de leurs grosses bookings. Donc la conclusion, c'est que ça se pratique déjà et que ça fonctionne plutôt bien. Avant de terminer, il faut qu'on dise quelques mots sur Tesla et son approche en ce qui concerne les robotaxis parce que je vois que ça déchaîne un peu les passions sur X et que c'est quelque chose qui fait peur à certains investisseurs, notamment parce que Elon Musk est aux manettes et que personne n'a envie de parier contre lui. La première chose à comprendre, c'est que la vision Tesla, comme d'habitude, elle est différente et elle va plus loin que celle des autres sociétés de véhicules autonomes. Je vous apprends rien, la grande vision d'Elon, c'est une société futuriste où on aurait des robots de partout, et notamment en ce qui concerne les transports de personnes, où on aurait presque plus besoin de conduire une voiture au quotidien pour aller d'un point A à un point B, parce qu'on n'aurait qu'à appuyer sur un bouton de notre téléphone, et un robotaxi nous y emmènerait. Ça voudrait dire, en théorie, presque plus d'accidents de la route, une baisse des coûts de transport et un gain de temps, bien entendu, pour l'utilisateur.
Et pour arriver à ce stade-là, l'approche de Tesla, c'est d'être le Airbnb des robotaxis. Donc c'est une approche décentralisée où les propriétaires de voitures Tesla pourront louer leur voiture quand ils ne s'en servent pas pour faire de l'argent et donc permettre à des personnes qui ne sont pas véhiculées par exemple de se déplacer. Donc ça c'est la grande vision, mais qu'en est-il de la réalité aujourd'hui ? La réalité déjà c'est que Tesla accuse un retard conséquent sur la technologie aujourd'hui. J'ai lu quelque part quelqu'un qui disait à côté de la technologie actuelle de Waymo, celle de Tesla c'est l'équivalent d'un enfant de 12 ans au volant. On a parlé un peu plus tôt que les sociétés les plus avancées type Waymo étaient au niveau 4. Eh bien Tesla, ils sont encore au niveau 3. Et c'est un retard donc qu'il va falloir que Tesla comble rapidement si elle ne veut pas se faire distancer rapidement sur ce marché, notamment aux États-Unis. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est que en plus des 5 barrières dont on a parlé dans cette vidéo, la route reste encore très longue, il faut rester prudent. Et en plus, il y a certains aspects de leur modèle qui restent relativement flous ou incohérents. Par exemple, est-ce que les propriétaires de véhicules Tesla vont vouloir prêter, louer leur véhicule à des inconnus en échange d'argent ? Ça, c'est pas certain. En conclusion de cette vidéo, je dirais que globalement, les arguments avancés par le management d'Uber, ils sont relativement convaincants. Je trouve que ça pousse à la réflexion sur comment ces sociétés de robotaxi vont se développer et les obstacles qu'elles vont trouver sur leur route. Une chose est à peu près sûre, c'est que ça va pas être du tout cuit pour ces sociétés. Pour autant, ça ne veut pas dire forcément que c'est gagné d'avance pour Uber. Il y a des questions qu'on a en droit de se poser pour eux aussi. Est-ce qu'ils sont si incontournables que ça ? Les sociétés de robotaxi, elles pourraient très bien proposer aussi leurs services via d'autres applications, comme Lyft par exemple. Qu'en est-il des chauffeurs humains qui sont au centre du modèle d'Uber ? Ça pourrait diminuer ce qu'ils gagnent et venir casser l'équilibre qu'il y a actuellement entre eux, les clients et Uber. Moi, je trouve qu'il reste pas mal d'inconnus dans l'équation et c'est pour ça que le meilleur conseil pour nous investisseurs, comme d'habitude, c'est de rester prudent et d'observer attentivement tout ce qui se passe. Il y a 2 grands scénarios qui s'opposent, mais en réalité, il y a des tas de variantes possibles. Ça ne sera certainement pas tout blanc ou tout noir, ça sera plutôt gris. Et il y a peut-être aussi un monde où les sociétés de robotaxi vont réussir à se développer seules et où Uber continuerait tranquillement à croître. Tout simplement parce que le marché du transport de personnes, il est tellement gigantesque que tout le monde pourrait se développer de son côté. Dans ce cas précis, ça serait ni la grande menace qu'on nous annonce, ni l'opportunité du siècle à 1000 milliards de dollars dont le management d'Uber nous parle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est un sujet qui vous plaît et si vous voulez que je fasse des updates dans le futur. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous voyez les choses pour Uber et pour les sociétés de véhicules autonomes. Ça m'intéresse. Comme d'hab, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao!